Cyril Poy, alors, je voulais vous entendre sur ce qui a été dit, mais en même temps nous raconter aussi votre parcours de vie, parce que vous êtes journaliste spécialisé, vous étiez, vous l'êtes encore, spécialisé dans la politique de la ville, l'urbanisme, l'aménagement, et de la position d'observateur privilégié, vous devenez un acteur. Vous avez décidé, et vous avez créé la société Les Citizens. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir un acteur? C'est ça qui est intéressant, c'est un changement de vie. Il y a un vrai problème sur l'offre de logement, il faut inventer de nouvelles choses. Alors, je vais essayer de répondre en mixant vos deux questions. Je suis encore, je pense, j'espère, en tout cas je suis attentif à toujours l'être, un observateur de ce qui se passe autour du logement, de tout ce qui se déroule autour du logement, que ce soit la politique de la ville, les conditions de vie, les conditions difficiles de vie aussi. Pourquoi ? Parce que ça a été mon sujet. Ça fait une quinzaine d'années que je suis journaliste, j'ai passé 10 ans dans la presse quotidienne à m'occuper spécifiquement de ces dossiers. Et le logement, c'est quelque chose qui est indispensable. C'est indispensable pour construire sa vie. Sans logement, on ne peut pas construire sa vie. Sans logement, on ne peut pas chercher un travail. Sans logement, on ne peut pas faire tout ce qui fait qu'on peut avoir une vie normale. Donc si on n'a pas de logement, et aujourd'hui, j'entendais parler de crise, hein, et certains encore osent dire qu'il n'y a pas de crise du logement. Je suis assez effaré quand j'entends ça, parce qu'aujourd'hui, on vit une grosse crise du logement. Une grosse crise du logement qui a plusieurs raisons. D'abord, des politiques publiques qui ont été réorientées. Des estimations qui ont été mal faites hein, depuis les années 80. On a mal sondé les besoins de la population française. Donc du coup, les pouvoirs publics ont mal calibré la production de logements sociaux, notamment. Il y a eu des périodes, il y a une vingtaine d'années, on a eu une baisse de production du logement social. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un déficit. Alors, les économistes et les chercheurs débattent sur le chiffre exact, mais si je mets de côté ceux qui pensent qu'il n'y a pas de crise du logement, et je ne sais pas dans quel pays ils vivent, les experts s'accordent pour dire qu'il manque entre 500 000 et 1 million de logements accessibles. J'ai bien dit de logements accessibles, c'est-à-dire des logements dont les loyers, les prix sont en rapport avec les revenus des gens. Et ces 10-15 dernières années, on a connu un décrochage flamboyant entre le prix des loyers et les prix d'achat, l'accession en logement neuf, Paris, Île-de-France et ailleurs, madame. Et une déconnexion en fonction des revenus des ménages aussi. Donc, effectivement, c'est plus sensible à Paris, évidemment. Paris est un secteur extrêmement tendu, l'Île-de-France également. L'Île-de-France, PACA, ce sont les deux gros secteurs en France qui sont très tendus en termes de logement. Mais on a de toute façon un décrochage entre les hausses des revenus et les hausses d'accès au logement. Avec, évidemment, la proportion de la part de son revenu qu'on met dans le logement qui augmente d'année en année. Voilà, donc aujourd'hui, on en est là. On a, comme preuve de ce manque, hein, mais vous auriez pu le dire, mais on a aujourd'hui un logement social qui est donné pour 4 qui attendent. Hein, 1,8 million de demandeurs de logements sociaux, 450 000 qui sont servis chaque année. Donc on est dans un rapport qui est là aussi inquiétant. On a aussi une des causes, hein, c'est aussi une des baisses de l'investissement de l'État dans le logement social, notamment suite à la réforme qu'on a appelée la réforme Barre, la réforme des aides à la pierre. On est passé de 10 milliards d'euros, l'État donnait 10 milliards d'euros par an, à aujourd'hui 4 milliards d'euros. Hein, donc dans la production de logements sociaux. Donc il y a un ensemble de choses qui ont fait qu'aujourd'hui on est dans une crise très grave. Crise qui s'aggrave et qui est vécue de plus en plus difficilement par les populations, parce qu'on a aussi une structure du salariat qui se précarise. Aujourd'hui, la normalité d'un contrat de travail, c'est un CDD, c'est pas un CDI. Or, tout fonctionne, et notamment, enfin, beaucoup de choses dans la société française, et en particulier en matière de logement, fonctionnent avec le CDI. Vous n'avez pas de CDI, votre bailleur va vous regarder et va tendre un petit peu le nez. Vous n'avez pas de CDI, vous n'avez pas de prêt bancaire, votre banquier vous dit, écoutez, cher ami, vous n'avez pas de CDI, je ne vais pas vous faire un prêt. Voilà. Donc, on a aussi des outils qui sont des outils et des pratiques qui sont en totale déconnexion avec ce qu'est aujourd'hui la société française. Par ailleurs, cela a déjà été dit, mais on a une offre donc, qui est inadaptée en termes de prix, je vais bien l'expliquer. En termes de, je vais parler comme les promoteurs, mais en termes de produits, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on donne, hein, qu'est-ce qu'on met sur le marché comme type de logement? Est-ce que ces types de logements ils répondent réellement aux besoins des ménages? Vous avez parlé des cohabitations, vous avez parlé de familles recomposées. Comment fait un couple qui est issu de 2 familles recomposées, qui a entre 0 et 5 enfants à la maison? Comment il fait pour se loger? Parce que finalement, les 2 parents ont 2 enfants là, 3 enfants là, et puis une semaine, il n'y a plus personne. Voilà. Quel type de solution on arrive à trouver pour répondre à ce type de besoin?
besoin. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et puis, dernière chose, je crois qu'il y a aussi une politique aujourd'hui qui favorise l'investissement locatif. Hein. L'État favorise, met de l'argent dans l'investissement locatif, en met moins dans le logement social. Donc l'État aujourd'hui préfère financer, accompagner un marché d'investissement locatif, donc c'est autant de rentrées fiscales en moins dans le budget de l'État, donc c'est-à-dire que c'est nous qui payons derrière aussi, et on le voit, même s'il y a des exceptions et qu'on pourrait discuter précisément sur les chiffres, mais qui sont quand même réservés à un certain type de population, c'est-à-dire que ces investissements locatifs vont être utilisés par certains types de ménages, les plus aisés, hein, pas les plus pauvres, vous l'aurez compris. Donc on a aussi une politique publique qui est assez illisible face à la pénurie de logements. Et pour finir, je dirais aussi que... Mais face à cette pénurie, vous essayez d'apporter une réponse. J'y viens. Et pour finir, je crois aussi qu'au-delà de tout ça, tout ce que je viens d'évoquer, il y a aussi des outils de production aujourd'hui du logement. Alors le logement, pour faire très simple, hein, c'est la moitié des logements individuels en France, construits par des ménages via un CMI ou quelque chose comme ça. Et sinon, ensuite, c'est la promotion privée et les bailleurs sociaux. Et aujourd'hui, la machine à produire du logement, hein, si je prends les HLM et la promotion privée, n'arrive plus à suivre la demande, hein, puisqu'on était en déficit, et ne répond pas, à mon sens, à l'évolution des modes de vie, à la massification de la précarité et aussi à la hausse des mesures et des prix. Aujourd'hui, on n'arrive plus, la machine de production n'est plus adaptée et on n'a plus les outils pour produire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Voilà, moi et les associés, on est 4 associés au sein de Les Citizens. On a une expérience et un vécu dans le domaine de l'urbanisme, du logement, de l'architecture. Et on s'est dit, bon, on a ça, notre constat c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on avait tous, la quarantaine passée, on avait tous envie de valoriser notre expérience et notre regard différemment dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme et du logement. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de produire autrement et de faire des choses qui correspondent réellement aux besoins. Et on a réfléchi pendant plusieurs années, on a décortiqué les façons de produire du logement, les différents types de production de logement, et on s'est intéressé évidemment très tôt, c'était une vieille passion, mais à l'habitat participatif, et on a trouvé avec l'habitat participatif en autopromotion des solutions, en tout cas des voies de solutions pour arriver à produire des logements qui répondent exactement aux besoins des ménages. Donc je m'arrête là parce que je crois que vous voulez scinder les choses en plusieurs étapes. Et voilà. Et donc moi j'ai changé de vie, mais mes associés sont aussi en train de changer de vie parce qu'on a tous des activités par ailleurs et le temps immobilier est un temps long, comme vous savez. Donc voilà, on a créé une société partant de ce constat. La société n'a pas été créée parce qu'on avait envie de créer une société et gagner de l'argent. On a créé une société en se disant, nous avons une expérience, nous avons une vision. On sait, telle personne nous dit, on peut faire différemment. Telle autre nous dit, on peut faire différemment. Pourquoi ne le fait-on pas? Et on a essayé de répondre à ces questions. Pourquoi ne le fait-on pas? Qu'est-ce qui bloque? Comment on peut faire avancer les choses? Quel type de process on peut développer? Qui faut-il aller voir pour que les choses avancent? Voilà. Et ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille pour essayer de monter les opérations, de faire sauter les verrous, il y en a beaucoup, de sauter les murs ou de les défoncer, et pour avancer et monter des programmes qui produire autrement, pour répondre aux nouveaux usages. Sophie Delay, alors, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, architecte, enseignante, vous aviez créé votre propre agence, une coopérative de production d'architecture, Boscop, ça s'appelait, et aujourd'hui vous avez votre propre agence. Et j'ai noté dans un article, vous disiez l'habitant doit créer son logement autant que l'architecte, et c'est l'essence même de ce projet à Nantes que vous avez co-réalisé en coopérative. Oui, c'est le moment où on montre quelques images. Je vais peut-être décrire un petit peu le projet. C'est un projet de logement locatifs sociaux qui a été réalisé grâce à un maître d'ouvrage incroyable, éclairé, qui a posé une question un peu alambiquée. Il nous a demandé de fabriquer, d'imaginer du logement urbain, dense et innovant. Urbain dense, individualisé et innovant. Urbain dense, individualisé, ça veut dire intermédiaire en fait, sauf que justement le mot n'avait pas été utilisé. Donc on a compris que ça pouvait être ce qu'on voulait, mais il fallait que ce soit urbain, que ce soit dense et individualisé. En fait, c'était une alternative, dans leur tête, une alternative au logement pavillonnaire, à la maison, que tous leurs locataires désirent. Mais la contrainte, c'était d'opérer dans la densité, dans les centres-villes, voilà, pour faire en sorte que les locataires puissent être proches de leurs activités.
Et donc, on a imaginé un projet qui fait quand même 120 logements à l'hectare, c'est-à-dire qui est comparable à un immeuble de logement, un immeuble avec son jardin. Voilà, c'est comparatif, sauf que ça fait R+1, R+2, donc c'est comme un immeuble à plat, en fait. Et ce qui fait la particularité de ce projet, c'est qu'on a imaginé que le logement, contrairement à l'habitude où on rentre dans un logement où la grande pièce, c'est le séjour, les petites pièces, c'est les chambres, etc., où l'habitant voilà, se love simplement dans ce logement-là. Ici, on a imaginé que le logement était une collection de pièces de taille identique. Une taille un peu inédite dans le logement, parce que c'est 16 mètres carrés, ce sont des pièces qui sont carrées, qui font 4 mètres de côté, et dans lesquelles les habitants choisissent, voilà, ici je dors, ici je mange, voilà, ils organisent les choses comme ils le souhaitent. Donc c'est quelque chose qui est répétitif du point de vue de la géométrie, on va dire. Mais ce qui fait la particularité de chacune de ces pièces, c'est qu'elles ont chacune une relation à l'extérieur différente. Il y en a certaines qui ont la lumière le matin, d'autres l'après-midi, il y en a qui sont en rez-de-jardin, d'autres... voilà. Donc c'est pas un usage qui aurait été prédestiné par l'architecte, qui aurait dit voilà, c'est ici que vous faites ça, et qui fait que les gens s'installent comme ci ou comme ça. Mais c'est vraiment voilà, par désir d'habiter. Comme ça. Il y a une seconde particularité, c'est que parmi ces pièces, il y en a une qui est située de l'autre côté du jardin. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que évidemment chaque logement a un jardin ou une terrasse qui est intime, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun voisin qui peut surplomber ce jardin. Et donc dans le logement, il y a quelque chose qui est un peu particulier, mais qui existait il y a très très longtemps, mais qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais qui est une pièce qui est complètement dissociée, qui est ailleurs. Et qui est en fait en vis-à-vis du logement, comme ça. Quand il pleut, on passe par l'extérieur. Quand il fait beau. Et voilà, nous on s'est dit, c'est aussi une qualité peut-être dans le logement, d'avoir un espèce d'ailleurs chez soi. Tout ça, on l'a imaginé parce qu'on n'arrivait pas à se faire de visage vraiment très concret de ce que pouvait être l'habitant. Et voilà, on s'est dit, en fait, par tous nos parcours, y compris nous dans la vie en tant qu'architecte, voilà, il y a aussi parfois l'ado qui a besoin d'indépendance, on a besoin d'un bureau, d'être au calme, on a besoin de s'extraire aussi parfois dans le logement. Et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que les habitants sont heureux? Il y a de nouveaux usages, ils ont trouvé... quel bilan on peut en tirer aujourd'hui au bout de quelques années d'usage? Oui, alors c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu d'études très précises qui est faite dessus. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner à Nantes, donc de faire visiter et de rencontrer régulièrement des habitants. Il y a des jolies choses qui sont dites. Enfin, il y a évidemment des adolescents qui se sont installés en face. Évidemment des bureaux, des petits bureaux qui sont installés de l'autre côté. Mais il y a aussi des parents qui me disent c'est super parce qu'en fait le logement est estival. Je dis estival, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils me disent mais hiver comme été, en fait on vit avec l'extérieur, on traverse le jardin et nous on a mis notre chambre. Ça le soir, on va ensemble, on laisse les gamins dans la maison et l'extérieur fait partie de notre mode de vie. Donc en fait le jardin est le cœur de leur logement. Et puis une très jolie, je trouve la plus jolie histoire qui m'a été retournée, c'est celle d'un père célibataire que je croise et puis je lui dis alors comment est-ce que vous habitez, comment vous êtes organisé dans ce logement. Il me dit moi en fait je suis père célibataire, j'ai ma fille qui vient un week-end sur 2, ce qui n'est pas beaucoup, et donc j'ai un petit logement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment besoin de séjour parce que les chambres font 16 mètres carrés, donc c'est quand même des grandes chambres. Donc lui, il travaille dans sa chambre, sa fille, elle a son coin de jeu, elle a son petit coin pour faire ses devoirs, etc. La cuisine, pareil, donc on mange dans le séjour, c'est aussi là qu'on se réunit, elle est sur le jardin. Et donc il m'a dit, en fait, on a fait notre séjour de l'autre côté du jardin. Je dis, ah bon, parce que alors, nous, c'était vraiment l'hypothèse qu'on n'avait pas du tout imaginée. Traditionnellement, le séjour, c'est le centre, c'est le cœur du logement. Il me dit, bah oui, en fait, comme ça, c'est génial, quand elle vient, et j'adore cette phrase, on sort ensemble chez moi. C'est-à-dire une espèce de... C'est improbable. Et en fait, c'est possible, c'est une innovation habitante. Voilà. Moi, je pense que les projets, il faut qu'ils puissent étonner l'habitant quand il arrive dans son nouveau logement, mais se laisser aussi laisser nous, architectes, se laisser étonner par la capacité habitante, en fait, à
être inventif, à être imaginatif. C'est pas réservé aux architectes seulement. Mais qu'est-ce qui, pour vous, a permis vraiment de réaliser ce projet? Vous avez dit c'est un maître d'ouvrage courageux. Quels sont les éléments clés qui permettent de réaliser ça? Parce que pour des téléspectateurs qui nous écoutent, c'est quelque chose d'un petit peu fou comme projet. Faire des pièces de 16 mètres carrés et puis les gens, ils en font ce qu'ils veulent. C'est un maître d'ouvrage qui était très éclairé, qui avait envie d'avancer sur la question, qui se rendait compte qu'il fallait inventer une espèce de valeur positive pour la densité. Voilà, donc eux, ils disaient, voilà, si c'est individualisé, si c'est dense, c'est déjà une condition, une chose dans laquelle on est rentré, hein, on n'a pas du tout remis ça en cause. Donc voilà une espèce de capacité à se laisser embarquer dans des projets un peu innovants par des architectes. Et puis surtout, je dois dire qu'on a eu la chance, et ça c'était ma première expérience en tant qu'architecte, et quelque part aujourd'hui j'en garde une belle leçon, c'est qu'on a eu la chance de travailler tout de suite avec le service gestionnaire chez le bailleur. Parce que d'habitude, il y a toute l'équipe des constructeurs qui s'occupe de que ce soit bien construit, que le chantier avance bien, etc., qui passe les clés à un moment donné à son service gestionnaire, qui lui rencontre les habitants, etc. Je caricature un petit peu, bien sûr. Et là, on a eu la chance de pouvoir travailler, puisqu'on s'est bien rendu compte que ça allait poser des questions de gestion, parce que j'ai expliqué 2-3 points expérimentaux, mais il y en a d'autres que je peux évoquer aussi. Et on s'est rendu compte qu'on avait besoin, pour faire autrement, faire le logement autrement, de faire autrement aussi dans les manières d'avancer dans le projet, c'est-à-dire faire rentrer les services gestionnaires tout de suite, dès la conception, pour qu'ils puissent participer et aussi... parce que d'habitude, les services constructeurs nous disent non, mais ça, c'est pas possible, on ne peut pas le gérer, etc. Donc on en discute, en fait. Peut-être qu'on ne peut pas le gérer, peut-être qu'on peut le gérer. Et dans ce projet, il y a un point, on parlait de flexibilité, etc. Il y a un autre point particulier, c'est qu'en fait, on nous a demandé, dans le programme, il n'y avait pas beaucoup de contraintes, il y avait des surfaces qu'il ne fallait pas dépasser. Et puis, il y avait aussi une répartition des typologies. On a tous, architectes, quand on ouvre un programme, avec autant de type 2, autant de type 3, autant de type 4, etc. Et nous, on s'est dit, mais en même temps, les tailles de famille, elles changent tout le temps. On sait, on parle de divorce, on parle de familles recomposées, etc. On parle aussi des adolescents qui reviennent dans leur famille qui restent assez longtemps, des personnes âgées qui reviennent dans leur famille, etc. Et donc, on a imaginé offrir une espèce une boîte à outils, c'est-à-dire que c'est 55 logements qui sont 55 type 3. En fait, c'est 275 pièces de taille identique, divisées en 55, c'est 55 logements. Et parmi ces pièces, on a des pièces qui peuvent appartenir à un logement, ou à un autre logement, ou encore à un autre logement. Ce qui fait que c'est une espèce de boîte à outils, et suivant la demande habitante, on peut avoir autant de type 2, autant de type 3, autant de type 4. Pas plus de pièces, mais voilà, il y a un jeu possible qui fait déjà qu'on peut répondre à la réalité actuelle, enfin à la fin du chantier, parce que la société avance vite, donc à la fin du chantier, mais aussi dans le temps de vie d'un habitant, c'est-à-dire qu'un habitant n'a pas à déménager s'il y a une naissance ou s'il y a un nouvel arrivant dans le logement, etc., puisque cette pièce peut être proposée aux voisins, etc. Ou quand quelqu'un déménage, cette pièce-là peut être proposée à un voisin ou à un autre. Donc c'est aussi, à travers ces questions de... L'habiter, c'est aussi s'approprier dans le temps, ça prend du temps en fait. Souvent on dit on revient 2 ans après, mais moi je pense que ça prend peut-être encore plus de temps que ça d'habiter un logement. Merci. Monsieur Nouvet, là on vient de découvrir un projet. Vous-même, vous nous avez mis l'eau à la bouche en nous parlant de votre projet sur la rue des Orteaux. Où est l'innovation? C'est le développement durable qui vous a permis de proposer autre chose pour un nouvel usage et pour les occupants actuels? Oui, alors peut-être avant de venir à ça, peut-être les interventions des collègues m'inspirent aussi quelques idées. Je pense proposer peut-être d'être un peu interactif entre ce que j'ai entendu aussi, mais je répondrai à votre question. Ce qui me semble, c'est que
là, on discute beaucoup de l'investissement que peut avoir un individu vis-à-vis de son logement, et je trouve ça fondamental, effectivement, que les logements puissent être flexibles, évolutifs, etc. Je trouve que ça engage, du coup, l'habitat comme une question de patrimoine, un vrai patrimoine futur à penser dans le temps long, qui est donc un temps qui excède largement celui de ses occupants successifs. Enfin, qui correspond à celui de ses occupants successifs, mais non pas au temps de chaque occupant en lui-même. Et du coup, cette question de patrimoine, elle engage une question de construction, une question technique presque de la construction, et je crois qu'elle engage le logement aussi comme une question politique. Une question, c'est un corps social en fait, dont on est en train de parler, à la fois par les entreprises qui le produisent, les filières constructives telles qu'elles le produisent, les produits d'investissement. On parlait d'habitat participatif, d'autopromotion, mais on peut parler de l'accession, on peut parler du logement social. Et tout ça, ce sont des choix effectivement politiques assez déterminants, je crois, sur le logement. Donc, il ne faudrait pas qu'on escamote ces questions-là, parce que l'idée d'une France de propriétaires, par exemple, c'est ce qui empêche cette flexibilité éventuelle, ou en tout cas, est-ce que ça ne la limite pas? Enfin, ça pourrait être une question. Est-ce que l'autopromotion, avec tout l'intérêt que ça peut avoir, effectivement, et l'investissement des habitants est fondamental à mon sens, et c'est une offre que je trouve absolument intéressante, mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse répondre à l'ampleur de la question globale d'un habitat, parce que... Non, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est pas un reproche, au contraire, à cette forme qui me semble absolument intéressante, mais c'est de me dire que si on veut répondre à des questions quantitatives importantes, si on veut inscrire ça dans une vision politique un peu générale qui va de qui produit le logement, de qui pense le type de logement, voilà, toutes ces questions-là, elles me semblent importantes, et je me dis que peut-être dans l'autopromotion et l'habitat participatif, il y a cette limite, par exemple, qui est cette limite d'être finalement des opérations de propriétaires, nécessairement. Et donc, du coup, du point de vue du parcours résidentiel, qui me semble être une notion intéressante, je crois qu'une des valeurs de l'habitat, c'est la mobilité c'est la mobilité des habitants, et c'est cette notion même de parcours résidentiel qui fait qu'on n'est pas assigné à résidence. Je trouve ça très intéressant de pouvoir être un jour urbain, un jour périurbain, et d'avoir ce choix-là aussi. Et je pense que dans la vie de chaque individu, il y a l'évolution, on a parlé des différentes extensions, restrictions, évolution des cellules familiales, mais ça peut correspondre aussi à des géographies dans le pays, et même au-delà des frontières. Donc je crois que la mobilité dans l'habitat, le parcours résidentiel, ça c'est une notion très très importante, et qui me semble, mais peut-être que je me trompe là-dessus, mais c'est une question que je pourrais mettre au débat, qui me semble pouvoir accompli que par le locatif, ou peut-être par d'autres formes. Alors en France... on est un peu limité peut-être dans nos outils, dans nos réflexions, dans les leviers, parce qu'on sait agir avec les bailleurs sociaux, on sait agir avec l'investissement. On ajoute aujourd'hui, et c'est heureux, d'autres formes comme l'autopromotion qui se développent, même si elles existent depuis longtemps, mais qui semblent trouver un regain. Mais il y a, au-delà des frontières, au-delà de l'Hexagone, il y a des formes qui sont les formes coopératives, par exemple, de logement, qui sont un petit peu une sorte de moyen terme entre la propriété et le locatif, et qui me semblent des formes qui ne sont absolument pas explorées en France. Et je trouve que ça peut, enfin, ou très peu, on me fait signe, très peu. Donc effectivement, c'est explorer un peu, mais ça pourrait être largement dominant comme solution justement à la mobilité résidentielle, parce que je crois que la mobilité est plus intéressante que la mixité. Je crois que les ghettos ne sont pas forcément négatifs. Les ghettos peuvent être aussi des îlots de solidarité. Il peut y avoir... si je prends de manière plus positive le terme ghetto, mais le terme d'habitat communautaire, eh ben, on sait qu'il peut y avoir des effets de solidarité. Ça a été constaté par énormément d'études, par exemple sur les communautés portugaises, etc., à Lisbonne ou autres. Donc on sait qu'il y a des particularités culturelles qui peuvent aussi faire de l'entre-soi, des instants de la vie qui peuvent être intéressants. Je ne dis pas que c'est pour toute la vie, et justement pas assigné. Et là, la mobilité devient intéressante plus que la mixité. Donc il y a cet aspect-là. Monsieur Poy, vous vouliez réagir? Je termine peut-être juste 2 secondes là-dessus. Donc pour dire, effectivement, ça me semble important de penser à la forme de production, et ce débat sur la propriété, le locatif, le coopératif. Enfin, qu'est-ce qu'on peut élargir dans tous ces champs-là? Il y a la question technique, je disais, la question du patrimoine, que les filières constructives sont très très importantes parce qu'elles déterminent le travail. Donc le travailleur de la filière constructive qui produit l'habitat, c'est aussi l'habitant dans un autre temps. Donc quelles sont les entreprises qui construisent? Donc vous parliez des procédures de conception-construction, effectivement, qui décide de l'habitat? Donc on connaît aussi le poids de la standardisation.
on disait tout à l'heure, des logements plus que de l'habitat et qui nécrosent comme ça un peu la formulation d'un habitat, ça vient aussi beaucoup de l'importance des lobbies qui agissent sur les dispositions réglementaires de toutes sortes, hein, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient de type labellisation, performance, etc. Enfin, les différentes velléités ou volontés, désirs de nos sociétés. Donc ça aussi, ça peut être pris en main par des influences qui sont justement toutes politiques. Et enfin, je voulais dire que nous, dans notre expérience, juste pour finir par ça, puisque vous commenciez par m'interroger là-dessus, cette expérience de cet habitat des orthos, c'était effectivement le développement durable comme nouvel horizon de préoccupation de nos sociétés, qui effectivement, mais je ne suis pas le premier à le dire, est peut-être une chance aussi, je ne dirais pas la seule, c'est pas la chance, mais on a une chance aussi là de pouvoir reformuler différemment les logements et peut-être briser un certain nombre de réflexes dans la production du logement, parce que l'histoire du logement social, c'est quand même beaucoup une réponse à l'urgence, c'est-à-dire c'est l'après-guerre et il faut construire vite et beaucoup. Et chaque fois, on répond dans une forme d'urgence comme ça, qui me semble aussi le problème de l'histoire du logement social. Et du coup, voilà, il me semble que le développement durable, comme un nouvel horizon qui nous est donné à notre génération, est une possibilité de réinterroger des a priori, notamment sur l'esthétique, par exemple. Ça peut complètement remettre à plat la question de l'esthétique du logement en avançant sur la qualité d'un habitat selon pensée perçue, même par ses occupants, selon d'autres critères nouveaux. Donc c'est un peu ce qu'on a fait ici en se disant qu'il ne faudrait pas que ça devienne... cette question de développement durable devienne une sorte de mot valise qui soit capté, capturé, confisqué par un certain nombre d'acteurs et qui font que, par exemple, les logements sont tout aussi standards, vous assignent tout autant à résidence, sont tout autant limités à la cellule et jamais à penser à l'habitat plus globalement, comme je le disais au début, mais soit simplement une sorte d'accessoire technique superposé à un logement qui, lui, n'a pas changé dans le fond. Or, il me semble, et c'était un peu l'ambition de ce projet, c'était de ne pas départir cette qualité environnementale, ces performances, de la question des usages. Et de faire en sorte que si il y a une nouvelle qualité, presque un nouveau corps, au sens concret du terme, des nouveaux matériaux, des nouveaux espaces, des nouveaux types de façades, etc., qu'ils puissent être éprouvés quasiment physiquement par les habitants en créant par exemple différents climats dans un logement, en créant des lieux autres, des loggias qui sont aussi des balcons, etc. Donc voilà, la tentative pour décrire, sans le décrire, mais très rapidement, cette opération, c'était d'intégrer ces nouveaux enjeux pleinement à la question de la formulation architecturale, technique, etc. Bon, je disais tout à l'heure politique, mais... Monsieur Poy, vous vouliez... Je voulais juste préciser que je ne faisais pas l'habitat participatif la voie ultime pour résoudre les problèmes de la crise du logement. C'est un nouveau moyen de produire du logement. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'inventer des nouveaux moyens de production du logement. Autre précision, nous, on travaille sur des opérations qui n'ont pas vocation à créer des propriétaires. On travaille justement entre la pleine propriété et le système et la philosophie des coopératives d'habitants, qu'on ne peut pas encore utiliser aujourd'hui, même si on a 2 véhicules juridiques qui ont été créés par la loi Allure, on n'a pas les décrets d'application, et aujourd'hui, les coopératives qui existent, elles sont financées par les prêts des ménages, donc c'est de l'autopromotion, encore aujourd'hui, juridiquement, je suis désolé, on est encore dans un phénomène de coopérative en autopromotion, donc j'utilisais ce terme de manière générique pour désigner à la fois les coopératives, qui est un sujet qui nous intéresse, sur lequel on travaille, et si je prends les 2 véhicules de la loi Allure, les sociétés d'attribution et d'autopromotion. Voilà, nous, on va faire joujou avec ça quand on aura les décrets. Et en attendant, on utilise d'autres formes juridiques qui sont déjà éprouvées dans l'habitat participatif. Donc la question de la propriété, c'est une vraie question. C'est vrai, on se souvient d'un président de la République qui voulait faire des Français des propriétaires, même d'une ministre du Logement qui montrait l'Espagne en nous disant que c'était la panacée. Et on a vu ce que ça a donné ensuite, donc en termes de logement et en termes de crise immobilière. Donc c'est pas, enfin, nous, on ne se positionne pas là. Évidemment, et on travaille même sur des logements non spéculatifs, en autopromotion, même pas dans un module de coopérative. Donc la question de la propriété, du rapport au patrimoine, il faut la régler, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui paiera les retraites. Nos retraites, nos parents, c'est bon, on leur paye leur retraite. Mais nos retraites et les retraites de nos enfants, on ne sait pas aussi. Donc il faut aussi avoir une vision aussi de la patrimonialité de ces logements qu'on produit. Comment les épargnes et les loyers pourront aussi produire de la richesse ensuite pour
pourquoi pas, être valorisés pour payer nos retraites ou celles de nos enfants. Ce n'est pas une question qu'il faut dégager comme ça de manière... Je pense que c'est un ensemble de choses. Je le disais, le logement au départ, c'est vraiment au cœur de l'enracinement dans la société, parce que c'est la base de tout ancrage social, relationnel, et aussi de pouvoir se projeter dans un temps long de la société. Et la retraite, si le logement peut servir à la financer, c'est aussi un temps qui est intéressant pour l'évaluer. Voilà, c'est juste cette précision. Mais si vous me laissez la parole, je veux bien dire deux, trois choses. Allez-y sur... Non. Je voulais juste aussi faire un petit constat aussi. On a parlé beaucoup d'innovation dans le logement. Alors c'est vrai, moi je suis plutôt d'accord avec Sophie. Je pense que ce sont les habitants qui inventent. Il faut aujourd'hui... J'aurais presque envie de dire, je vais peut-être me faire taper dessus ici, mais que finalement, pour moi, un bon architecte, c'est celui qui rend l'utilisation des espaces qu'il produit le plus flexible pour que puisse s'y passer le plus grand nombre de choses possibles selon l'état d'esprit, la volonté et ce que veulent y faire les gens qui l'habitent ou qui y sont de passage. Je crois que pour moi, l'architecture, elle doit créer de la liberté et elle doit pas empêcher. Voilà, on peut revenir sur le débat sur les normes qui sont plutôt des normes des surfaces minimales et tout ça. Voilà, on connaît tout ça. Mais je pense aussi que c'est un véritable enjeu que d'arriver à produire des espaces qui donnent une faculté d'interprétation et une faculté d'innovation et d'expérience aux personnes qui les habitent. Et je trouve intéressant aussi le fait, et je voudrais bien écouter Madame Attard sur cette question tout à l'heure parce qu'elle n'avait pas l'air d'accord, intégrer la question des gestionnaires, notamment dans le logement social ou même dans tout type d'opération, dès l'amont, c'est hyper important. Et c'est hyper important et ça ne se fait pas de manière naturelle. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Mais si, je serais ravi que vous ayez vu beaucoup d'opérations comme ça. Mais la gestion, c'est déterminant. C'est qui va payer, c'est les charges. C'est aussi comment on va gérer cet espace commun. Et aujourd'hui, on a des projets, on a de très jolis projets d'architecture qui sont retoqués lors des jurys. Ils sont retoqués, ce n'est pas les architectes qui sont présents dans le jury qui retoquent le projet. Généralement, ils le trouvent super. On a des projets où il y a beaucoup d'espaces qui sont d'espaces communs, des grandes coursives, des espaces où les gens peuvent se rencontrer, peuvent séjourner. Et qui bloquent, ce sont les gestionnaires, généralement, dans les jurys, qui disent « Attendez, mais comment on va gérer ça ? Il va falloir nettoyer tout ça. » Et puis, ça peut être des points de fixation pour des jeunes qui vont dealer et tout ça. Et on se rend compte que les logiques viennent des gestionnaires, viennent impacter les jurys d'architecture et que finalement, ce ne sont pas les meilleurs projets en termes architecturaux, en tout cas ceux qui, de mon point de vue, laissent le champ libre aux gens de pouvoir habiter pleinement, qui sont choisis, mais qu'on a, c'est des exemples qui sont revenus et pas qu'une fois, des logiques gestionnaires qui choisissent des projets qui seront le moins chiants à gérer. Voilà, donc je veux bien vous entendre madame, sur cette question, parce que ça me semble être un point assez déterminant de l'innovation en matière de logement. Il faut réagir tout de suite. D'abord, les gestionnaires sont associés à l'élaboration des projets et à la critique des projets. Les gestionnaires participent au jury de concours. Alors pour nous, c'est très simple. Les coursives, c'est marqué dans le règlement de concours. Donc on n'en veut pas, parce que moi, j'ai des gens qui passent leur temps chez les flics à régler des problèmes de deal, etc., etc. Donc les architectes s'en foutent, nous on s'en fout pas. C'est extrêmement important et il y a des architectures qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Je suis désolée, c'est comme ça. Donc, non, tous les gens ne sont pas des dealers, non. Mais les 2% de dealers que vous avez dans une ville, ils pourrissent la vie des autres. Donc ils leur pourrissent la vie et donc on espère pas l'avoir chez nous. Il faut s'occuper d'eux et pas des 98% d'autres. Il faut s'occuper d'eux. Certes, c'est un problème, j'imagine, au quotidien, mais ce n'est pas l'architecture qui va régler le problème du deal. Ah non, mais le problème de la drogue, il est ailleurs également. C'est l'architecture qui en pâtit. Ouais. Bon, écoutez, c'est un débat très long. Il y a des architectures qui sont plus ou moins faciles à gérer, et je suis désolée de le dire. Il y a des matériaux qui sont plus ou moins faciles. Si on parle de la propreté, il y a des matériaux qui sont plus ou moins faciles à gérer. Nous, on associe au choix de tous les matériaux nos gardiens. Les architectes adorent le noir. Les gardiens ne veulent pas de noir dans les halls, dans les dalles, parce que c'est extrêmement difficile à nettoyer. Bon, donc c'est un sujet de conflit avec les architectes. Et nos architectes sont en face des gardiens. Et c'est avec les gardiens qui discutent quand ils veulent mettre du noir. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à regarder le débat. Juste sur cette notion d'espace collectif, je sais que vous êtes
je sens que vous êtes plutôt contre. Ah non, non, les espaces collectifs, je ne suis pas contre, à condition qu'ils soient bien pensés et bien gérés. Par exemple, nous, on pense que le hall doit être un espace spacieux, ouvert, et dans lequel il y a des glaces. Par exemple, parce qu'on sait par exemple que, et il y a une étude extrêmement intéressante qui m'avait été communiquée par un de mes confrères, que les glaces, contrairement à ce qu'on pense, brisent l'agressivité. On n'a pas envie de se voir en train d'abîmer quelque chose ou d'agresser son voisin. Donc nous, on fait des halls spacieux qui sont assez agréables, dans lesquels on met la loge du gardien. Comme ça, il y a aussi cet espace, il est aussi un espace où les gens se rencontrent et qui est un espace un peu surveillé. Vous disiez, moi ça m'a fait rire parce que je suis sans doute la plus vieille ici, peut-être pas Monsieur Avril, mais enfin, je vois des choses qui reviennent. Il y avait un congrès HLM il y a 25 ans où le slogan c'était sortir du logement pour passer à l'habitat. Et justement, c'était toute cette réflexion qui a été largement prise en compte. Ne soyons pas trop pessimistes. Aujourd'hui, heureusement, dans nos cahiers des charges et dans la production que nous avons, le logement ne se limite pas uniquement au logement. On pense les espaces collectifs, on a le plus possible d'espaces annexes, c'est-à-dire des caves, des jardins, des locaux vélos, des locaux poussettes, des loges pour nos gardiens, etc. etc. Donc ne réduisons pas notre vision du logement uniquement à la cellule, parce que nous, on est très très attentifs justement à tous ces locaux annexes. Sur l'habitat participatif, il se trouve que j'ai été directeur de la Fédération des coopératives HLM pendant de très très nombreuses années. L'habitat participatif, on a commencé à en faire dans les années 80 avec les coopératives HLM. Et ça a été une expérience qui n'a pas été facile, parce qu'on partait d'une feuille blanche avec les habitants, et heureusement on avait mis entre les habitants ou en accompagnement des habitants des sociologues en plus de l'architecte. Parce que quand vous demandez aux gens de dessiner leur logement, dans un premier temps, ils n'ont pas la culture architecturale. Moi, j'ai beaucoup plaidé pour qu'on enseigne l'architecture à l'école. Les gens n'ont pas de culture architecturale, ne savent pas lire un plan, ne savent pas voir dans l'espace, donc ils vous dessinent une maison Félix. Si on ne prend pas le temps de leur expliquer, de décomposer les usages qu'ils ont d'un espace, eh ben, ils vont vous dessiner n'importe quoi, ou bien alors c'est l'architecte qui fait le dessin et ça n'a rien de participatif. Donc ces projets mettent un certain temps. On a eu des projets qui ont mis un an et demi à maturer, et comme c'était des projets d'accession sociale, avec des gens qui avaient besoin de leur logement, au moment où on livrait les logements, il y avait 50% des gens qui avaient abandonné l'opération. Donc Et on retrouve ces difficultés aujourd'hui. J'ai participé à des ateliers où on retrouve ces difficultés. Et puis reste le problème du locatif. C'est pour ça que moi je pense qu'en locatif c'est très difficile, compte tenu de toute la gestion des attributions et de la transparence des attributions sur lesquelles tout le monde est arc-bouté. Ce serait très difficile de dire je choisis monsieur machin, monsieur truc, ils vont construire leur logement social place de la Concorde, et puis ils vont dessiner leur logement. Donc, pour le moment, on n'a pas trouvé le moyen de le faire en locatif. En locatif, l'innovation pour moi, et c'est en ce sens qu'on a répondu à 2 appels à projets sur les 23 sites de Paris, c'est de se dire, effectivement, la chaîne du logement, elle est bloquée, et effectivement, le parcours résidentiel, mais je ne parle pas du même parcours résidentiel que vous, il faut le changer. Le parcours résidentiel, c'est pas de passer d'un logement à Clichy en HLM à un logement à Paris en HLM, puis l'accession à la propriété, c'est de passer du canal Saint-Martin au à l'hôtel, au CHRS, à la maison relais, au centre de stabilisation, et enfin, si tout va bien, et si vous avez été bien sage et que votre assistante sociale vous a mis le tampon, de passer dans un logement social. Donc l'innovation pour nous, c'est de faire en sorte que ces ménages en situation extrêmement difficile, qui ont besoin d'un accompagnement social, on puisse les passer directement dans le logement. Et une dame de la Drille a une image que j'aime beaucoup et que je me suis réappropriée, c'est de dire que si on change une plante de pot tous les 4 matins, on est absolument certaine de la faire crever. Donc l'idée, c'est
Comment on fait pour que des gens qui sont en situation précaire passent, comme vous le faites, directement dans des logements sociaux, mais avec l'accompagnement qui, lui, se déplace. Actuellement, nous, on fait cette expérimentation, et c'est pour ça que l'expérimentation sociale me paraît largement aussi importante que l'expérimentation spatiale ou architecturale. On fait cette expérimentation avec des gens qui sont tirés au sort, qui sortent de la rue et qui ont des problèmes psychiatriques. Et on le fait avec une association spécialisée qui s'appelle Aurore et qui est bien connue des Parisiens. Ça me paraît important. De même qu'aujourd'hui, dans la crise du logement, j'aimerais dire, si vous me le permettez, un mot particulier sur la crise du logement. La crise du logement actuellement, je ne la nierai pas, rassurez-vous, mais elle existe, mais elle est paradoxale. Elle est vraiment paradoxale. Parce qu'il n'y a pas 1 800 000 logements sociaux et 400 000 demandeurs qui attendent, qui ne sont pas dans le logement social. Parmi les gens qui attendent, il y en a 45% qui sont dans le logement social, déjà. Donc, ils ne sont pas en dehors du logement social à attendre d'y rentrer. Donc, et parmi tous les demandeurs de logement, il y a des gens qui n'auront jamais accès au logement social, ne serait-ce que parce qu'ils sont sans papier. Et que les sans-papiers n'ont pas le droit de rentrer dans le logement social. Donc, on ne pourra jamais les faire rentrer. Donc, elle est très paradoxale, d'autant qu'un certain nombre de gens ont une attente et qui les emblâmerait complètement qualitative. C'est-à-dire, je veux habiter à Paris, je veux habiter à tel endroit, et je veux pas ci, et je veux pas ça. Ce que nous, on pense pour nous. On n'habiterait pas n'importe où et on n'aimerait pas qu'on nous impose d'habiter à tel endroit. Donc elle est difficile. Moi, j'exige aujourd'hui dans mes commissions d'attribution qu'il y ait 3 propositions par logement. Il y a des tas de gens et des tas de communes qui nous disent on n'a pas 3 candidats par logement. Donc les maires râlent en disant on a besoin de logements sociaux, mais ils n'ont pas 3 candidats par logement. Donc, moi, je suis absolument certaine qu'il faut beaucoup travailler sur cette crise du logement, l'analyser et comprendre ce qui se passe exactement. J'ai quelques idées sur la question, mais elle est paradoxale. Donc, on a des gens qui sont logés à l'hôtel par le SAMU social à 17 € par jour et par personne. Donc, papa, maman et un enfant, ça fait, si je ne me trompe pas, 51 € par jour dans une chambre d'hôtel. Et donc, on se dit, on pourrait peut-être faire mieux que les loueurs d'hôtels de préfecture ou bien les hôtels Ibis qui rentabilisent leur fonctionnement comme ça. Donc, dans le cadre de Réinventer Paris, on a proposé plusieurs projets où on fait des hôtels sociaux pour le SAMU social, pour accueillir ces familles dont une grosse partie sont sans papier, etc., etc., avec des financements particuliers, Caisse des dépôts. Mais j'espère quand même que dans 10 ans, on n'aura plus besoin de ces hôtels. Donc, toute la conception a été faite pour que les chambres puissent être transformées en logements. Donc, toute l'innovation, c'est que toutes les chambres, bon, je ne vais pas décrire le projet ici, on l'a fait avec l'agence Sarea qui est ici représentée, et Alain Sarfati, mais toutes les chambres peuvent être transformées en logements et tout peut être restructuré. Et le projet est conçu pour être restructuré au bout de 10 ans. D'où l'importance des concours pour proposer et innover et avoir de nouvelles solutions. Proposer sans concours et de toute façon on aurait rémunéré les architectes. Monsieur Avril, justement sur l'expérimentation, pour vous c'est capital pour l'avenir du logement en Île-de-France? Pas seulement en Île-de-France, puisque Habitat Humanisme est une association nationale. Mais l'expérimentation est au cœur, effectivement, de notre travail depuis l'origine. On a un peu plus de 30 ans. Nous essayons non pas d'expérimenter pour expérimenter, ça n'a pas de sens pour nous. Nous, quand on expérimente, c'est pour le vivre et le vivre au service de nos familles. On va pas faire de l'innovation pour se faire plaisir, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Je voudrais revenir, je partage tout à fait ce qu'a dit Michel Attard tout à l'heure sur l'enjeu de l'accompagnement social. L'accompagnement, c'est au cœur de la vocation et de la mission d'Habitat Humanisme, puisque nous essayons par l'accompagnement et la sécurité et le confort et le bien-être du logement de permettre aux personnes de se sortir de la précarité. Ce que je voudrais dire très rapidement, parce que je crois que le temps est compté, vous souhaitez donner la parole, ce qui est bien normal à la salle, aux uns et aux autres. Moi, je voudrais revenir sur un enjeu qui est absolument essentiel,
vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est le problème de l'exclusion qui est au cœur un peu de notre réflexion. C'est-à-dire qu'à côté du problème du mal logement et de la pauvreté, de l'insuffisance de moyens, de ressources et autres, il y a un phénomène qui est de plus en plus inquiétant, qui est celui de la précarité, de la situation de fragilité par la perte progressive des liens qui vous permettent de fonctionner dans la cité, dans votre quartier. La perte de liens, c'est très rapidement, c'est souvent les liens professionnels, bien sûr, c'est les liens familiaux, conjugaux, familiaux, parce que conjugaux, c'est le compagnon ou la compagne, mais familiaux, c'est aussi les enfants. C'est la perte de tous les liens sociaux. Vous perdez des repères, vous perdez des moyens d'échanger et de structurer votre vie. Et nous, par rapport à ça, notre grand objectif, à notre échelle, qui est petite, c'est par la mixité, je vais revenir sur cette notion de mixité, de redonner la possibilité de tisser, de créer, de vivre des liens qui sont facteurs d'échange, de partage et de reconstruction. Je la situerai très rapidement, sans faire de grandes théories, mais la traduire par quelques exemples concrets. Je vais le situer à 3 niveaux. Mixité urbaine, j'y ai fait allusion. Nous souhaitons que nos logements soient dans ce que nous appelons, depuis l'origine d'Habitat Humanisme, dans des quartiers que nous appelons des quartiers équilibrés. Quartiers équilibrés, c'est-à-dire des quartiers dans lesquels il y a la vie urbaine, il y a les commerces, il y a les emplois, il y a le transport. Quand vous sortez de chez vous, vous avez la vie. Et la vie, c'est déjà facteur d'opportunité, d'échange. Donc ça, c'est fondamental. Nous avons énormément de difficultés à envisager que les logements pour nos familles et les personnes que nous accueillons, qui sont déjà donc sans cette fragilité et cette exclusion, ne soient pas dans des quartiers où la vie existe. Deuxième niveau, ce que j'appellerais un peu la mixité sociale dans l'habitat. Donc j'y ai fait allusion très rapidement tout à l'heure, cette idée que nos logements soient le plus dilués et le plus intégrés. Et là je m'adresse un peu aux architectes. C'est un secteur dans lequel on aimerait certainement que vous travailliez le plus possible. C'est de faire en sorte qu'on puisse trouver des moyens, et toutes les formules sont certainement envisageables, qu'on puisse avoir des tout petites unités de logement qui soient... Alors, les surélévations, on en parle beaucoup actuellement, c'est intéressant, les surélévations d'immeubles, faire 1 ou 2 niveaux de plus, quelques maisons, ça nous y va très bien. Parce que précisément, on pourrait, par exemple, sur une copropriété, mettre une maison ou 1 ou 2 étages supplémentaires. Donc, ou des petites excroissances, des petits trucs. Nous, on aime bien, par exemple, dans des parcelles... C'est à la mode, on en parle beaucoup, vous savez, cette densification des ensembles pavillonnaires où on trouve le moyen de transformer un bout de fond de jardin. Et nous, on aime bien ça, pouvoir construire 2-3 logements par-ci, par-là. Donc ça, tout ce qui sera possibilité de faire de la petite densification avec des petits logements qui viennent s'insérer, ça nous va très bien. Troisième niveau de mixité, générationnelle. Alors ça, c'est un domaine dans lequel on s'investit énormément, nous, Habitat Humanisme, sur cette idée d'habitat intergénérationnel qui permet, là aussi, de créer un 3e niveau d'échange qui est celui entre les générations. Et nous vivons avec soit des immeubles dans lesquels il y a des logements pour jeunes, enfin, alors je ne veux pas trop là aussi stigmatiser en disant oh, il y a des logements pour étudiants, jeunes travailleurs, il y aura des logements pour familles monoparentales, il y aura des logements pour seniors, mais enfin, dans la pratique, c'est quand même un peu à un instant donné ce qui existe. La possibilité, et nous avons une dizaine d'opérations qui sont quand même en cours de vie actuellement sur ce modèle, dans lesquels nous avons, dans la même structure de bâti, des jeunes qui ont leur propre appartement, des familles monoparentales ou des familles et de logements d'insertion, et puis des seniors. Et ce qui est très intéressant là, c'est que les opportunités d'échange sont absolument maximum. Et là, si je l'illustre au degré maximum, qui est
à l'intérieur de ces ensembles intergénérationnels, nous arrivons de temps en temps, je pense à la rue Chabrol par exemple à Paris dans le 10e, qui est vraiment tout à côté d'ici, c'est à 300 mètres d'ici, la rue Chabrol. Nous avons à l'intérieur d'un bâti intergénérationnel, nous avons des appartements en colocation intergénérationnelle. Et là, si vous voulez, il ne faut pas être un optimiste invétéré, d'où tout est beau, tout est magnifique, les gens y vivent dans une ambiance merveilleuse, mais on voit bien que lorsque les locataires, entre guillemets, que nous accueillons, ont compris et ont accepté l'idée d'être dans une forme d'habitat, une forme de vie, où ils vont être avec d'autres occupants, qui sont notamment de générations différentes, et on voit bien tous les échanges qui peuvent se créer très rapidement, sans caricaturer, le jeune qui aide la mamie à s'initier à l'informatique, la mamie qui garde les enfants, qui est un drame épouvantable pour les familles monoparentales actuellement, la mamie qui fait de la garde d'enfants, et ainsi de suite. Enfin, tout ça pour dire que, et j'en termine par là, autre sujet d'expérimentation, c'est, et là je rejoins ce que disait Madame Attard tout à l'heure, c'est de trouver dans le bâti, dans l'immeuble, dans le terrain, des lieux où on puisse partager, des lieux de rencontre. On essaye, alors ça c'est un problème de financement, de recréer les anciens, vous savez, dans les ensembles HLM, il y avait ce qu'on appelait les locaux collectifs résidentiels. Ils ne sont plus financés aujourd'hui. Alors, on essaye, là, par exemple, dans une des opérations, nous sommes aussi sur 3 terrains dans la consultation Réinventer Paris, où on est maître d'ouvrage, enfin, on est chef d'orchestre, on est le mandataire d'une équipe sur 3 terrains, et sur un terrain notamment, nous avons un grand local qui ne va pas être affecté au départ, et qui va permettre à la fois de pouvoir créer des lieux d'échange et de rencontre, et en même temps de pouvoir pousser les murs pour les familles, c'est le côté un peu évolutif. Des espaces communs, je rebondis vers vous, Madame Delay, très rapidement. Il y a, à Lille, c'est votre projet Machu Picchu qui répond à ça. Vous avez créé des espaces communs. En 2 mots, expliquez-nous. Oui, simplement, parce que c'est un projet qui n'est pas simple à comprendre volumétriquement parlant. On a proposé de travailler sur la dimension collective et sociale d'un immeuble, parce que c'est vrai qu'on reçoit les programmes, c'est toujours un immeuble collectif social, et on s'est dit c'est quoi le collectif, c'est quoi la question sociale dans l'habitat. Et en fait, on a imaginé un immeuble qui soit plus grand que prévu, c'est-à-dire qui fait on va dire 40 logements, je ne vais pas faire les calculs, mais 40 logements plutôt que 35. Et ça, on l'a fait pour des raisons urbaines. Et puis, en fait, après, on a fait des trous dans l'immeuble. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'à chaque étage, on a extrait un logement qui n'était pas nécessaire de construire pour former des espaces partagés à chaque étage. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'ils s'enchaînent d'étage en étage les uns les autres, comme ça. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le premier étage à rez-de-chaussée, et puis prendre un petit escalier, 2e étage, 3e étage, 4e étage, etc. Et accéder à une terrasse panoramique qui surplombe, j'allais dire tout le quartier, mais c'est plus que ça, c'est Lille et plus loin, on va même jusqu'au stade de Villeneuve-d'Ascq. Voilà, de telle manière que chaque habitant puisse embrasser ce panorama qui est assez extraordinaire, parce qu'en fait, dans cet immeuble, c'est souvent le cas, hein, les logements du dernier niveau ont un privilège incroyable d'avoir une vue extraordinaire, et en fait, on a envie tous d'habiter là-haut, etc. Et donc, nous, voilà, l'agence, quand il y a des situations un peu privilégiées, on essaie de se débrouiller pour les mettre en partage avec l'ensemble des habitants. Et donc, quelque part, tout ce parcours, c'est à la fois une manière de faire en sorte que les habitants, on parlait de l'habitat qui ne se résout pas à la seule enveloppe du logement,
Mais là, ici, c'est toute une histoire de voisinage qui commence à se tisser, en fait, entre voisins, d'étage en étage, et aussi une relation de l'habitant avec le territoire qui dépasse son logement, qui dépasse la seule échelle de son Et ça marche. Et ça marche. Alors, je vous ai dit, moi, ça fait moins de 2 ans. Moi, je pense qu'il faut que ça prenne du temps. C'est une proposition qu'on a faite alors que ce n'était pas du tout dans le programme. On a fait la démonstration qu'on pouvait le faire dans le même budget, c'est-à-dire dans l'enveloppe budgétaire du concours. Et on a eu la chance parce qu'on a eu la possibilité d'expliquer le projet lors d'un oral. Et en fait, moi, je n'avais pas imaginé d'usage spécifique. C'était une question un peu ouverte. Et il se trouve que dans le jury, j'avais le bailleur qui était là, représenté aussi... Enfin, les services gestionnaires étaient aussi représentés. Et donc, j'aurais dit, voilà, nous, on a envie de travailler sur cette question du lien de l'habitant à sa ville, à son territoire, mais aussi d'étage à étage, c'est-à-dire qu'on ne se rencontre pas sur un palier d'immeuble, sur un palier d'étage comme ça, mais on peut passer, ce sont comme des petites rues, en fait, ce sont des coursives. On peut passer d'un étage à un autre, c'est comme un petit village intérieur. En fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est qu'au départ, votre projet ne répondait pas exactement au cahier des charges. Non. C'est impossible, en fait, moi, je trouve, de répondre au cahier des charges. Donc, il se trouve que je ne réponds jamais au cahier des charges, strictement. Là, la question se posait vraiment, parce que pour des raisons urbaines, c'est un quartier qui est assez... On habite assez bas dans la ville, avec des jardins intérieurs, etc. Et là, il se trouvait qu'on avait une salle des fêtes qui était classée à côté, qui était très haute, et donc on avait besoin d'un immeuble plus haut. Et on s'est dit, waouh, on va être les seuls habitants à pouvoir avoir ce panorama, etc., cette vue incroyable sur la ville. Donc c'est impossible de faire autrement. Enfin, voilà, de ne pas offrir ce paysage à tous. Donc on a dérogé, mais après, ça a été une aventure fabuleuse avec le gestionnaire, justement, Moi, une fois le concours gagné, je suis allée les voir et je leur ai dit, mais on était classé dernier, on a passé l'oral, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ils nous ont dit, nous, ça fait 50 ans qu'on construit, mais ça fait 20 ans qu'on a des difficultés avec nos habitants, parce qu'en fait, il y a une paupérisation très forte, hein, tout le monde le dit ici, et les gens sont ces mots, hein, sont comme des lions en cage chez eux, et en fait, voilà, il y a de plus en plus de violence, de plus en plus de difficultés à habiter ensemble. Et en fait, vous, quand vous nous avez raconté votre projet, vous avez parlé d'architecture, mais vous avez surtout parlé de ces habitants et de ce besoin de tisser du lien social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le devoir de construire dans la densité, parce qu'on préserve les campagnes, etc., et qu'on fait en partie pour ces raisons-là. Et donc vous proposiez quelque chose qui parle de la manière d'habiter cette densité, de manière positive. Et on s'est dit, mais en fait, comme moi, j'ai pas le choix, et on dit, mais on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc on a fait tout un travail avec des ateliers de travail, donc architectes, la ville et le bailleur social, pour travailler avec les associations de quartier, avec des représentants des habitants, etc. Pas les habitants qui habiteront l'immeuble, hein, mais chez le gestionnaire, ils ont interrogé des habitants. Pour essayer d'imaginer la manière dont les habitants pouvaient utiliser ces espaces sans gêner le voisinage. Imaginer aussi la manière dont... Et aujourd'hui, ces espaces vivent, il se passe des choses, les habitants se sont appropriés, il y a eu un accompagnement également. Oui, c'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire que je pense qu'un projet comme ça ne se suffit pas d'un espace. Il faut aussi que les choses soient un peu gérées, c'est-à-dire qu'il y a par exemple une charte d'occupation des espaces qui a été faite par les habitants, c'est-à-dire que c'est eux qui choisissent quelles sont les règles, quand à quand on peut utiliser les espaces, comment je rends les lieux, est-ce qu'il peut y avoir des moments un peu particuliers où on peut sortir de ces règles-là, etc. Qui nous ont d'ailleurs bien intéressés, puisqu'on s'est rendu compte que ça serait bien qu'il y ait des toilettes, ça serait bien qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, qu'on puisse brancher un petit cinéma, etc. etc. Donc finalement, c'est un espèce d'équipement qui est comme ça dans les entrailles du bâtiment, un équipement qui est offert comme ça aux habitants. Et le gestionnaire, le bailleur a fait 2 choses très chouettes. C'est qu'il y a
une gardienne, alors que c'est une opération de 55 logements, il y a une gardienne qui est là, parce qu'en fait, il se trouve qu'on a de la chance, ils ont une opération de 50 logements aussi qui se fait dans le quartier, et qu'ils ont pu mutualiser un poste. Donc il y a une personne qui est là, qui a les clés des espaces, etc., donc qui est interlocutrice pour ça. Et ça, j'en suis très heureuse. Ils ont créé un poste en fait, d'une médiatrice sociale qui est là pour l'instant 2 jours par semaine, je pense, qui est un peu là pour lancer la machine. L'idée, c'est qu'elle disparaisse. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de nous demander si ça marchait, mais il y a une association des habitants, des locataires, qui est en train de se monter, justement, pour prendre la main, justement, prendre l'initiative, justement, sur ces lieux. Et ce qui est chouette, c'est que ce poste, en fait, il a été créé 2 jours par semaine. Ça sera bientôt 0, mais les 3 autres jours, et ben en fait, cette médiatrice sociale, elle se préoccupe des autres opérations de ce bailleur pour tenter de monter des projets avec d'autres habitants dans des immeubles dans lesquels il n'y a pas eu cet apport-là. Mais donc quelque part, le projet, il essaime aussi cette idée-là dans d'autres opérations.